Les images, ces frappes cette nuit de la part de la Russie sur plusieurs grandes villes d'Ukraine. Et puis peut-être qu'il y a ces images et on va voir cette autre image fournie par les Ukrainiens. Vous allez voir tous ces drones, tous ces missiles se diriger quasi essentiellement vers la capitale ukrainienne. Mais avant, on va passer quelques secondes avec les habitants de Kiev. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Конкретно все. Уже им по барабану. Хорват. Et regardez cette carte dont je vous parlais, ces missiles, ces drones, on le voit bien, en direction de l'Ukraine et notamment de la capitale, Anastasia Kirilenko. Comme à chaque fois, quelques heures après ces frappes, Moscou parle. Moscou dit on n'a touché aucun civil et on va revoir les images, mais que des sites militaires. Pourquoi Moscou s'entête dans ce narratif ? Ce narratif est peut-être pour l'usage interne. Il y a des Russes qui sont persuadés que la Russie ne bombarde aucun civil, mais c'est des mensonges flagrants. Il y a même une fille de 12 ans qui est morte. Il y a un institut de cardiologie qui a été touché. Il y avait aussi des frappes à Odessa. Il y avait une cave vinicole qui a été bombardée. Et tout ça, la Russie prétend des objets militaires. Parfois, les narratifs sont un peu plus développés, genre dans une école, il y avait quand même des militaires, mais parfois Moscou ne fait même aucun effort. C'est pour montrer que c'est pas un tigre en papier. Comme l'a dit Donald Trump. C'est pour continuer les négociations de la position de force, comme croit Moscou. Alors, on va y revenir, notamment avec Brandon White, c'est-à-dire qu'il y a ce bras de fer avec l'OTAN, avec l'Europe, le survol, les avions, les drones, comme cette nuit encore, les sites sensibles militaires au Danemark. Et puis, il y a toujours cette idée de frapper les civils ukrainiens. L'idée, c'est quoi ? C'est de continuer, de vouloir casser le moral des Ukrainiens, de se dire, ça va finir par fonctionner. Oui, tout à fait. Parfois, il y a des cafés qui sont bombardés et la Russie a prétendu, c'est parce qu'il y avait une réunion de militaires, il y a des images, il y avait 0 réunion. Les immeubles résidentiels, les centrales électriques, la Russie assume qu'elle les bombarde. Il y a des représentants russes, le fameux député de la Douma, par exemple, Piotr Tolstoï, qui disait on va induire l'Ukraine au Moyen-Âge, vous allez voir. Donc ça sert à casser le moral des Ukrainiens, mais on ne montre pas assez les résistances. Donc tout de suite, les bâtiments sont reconstruits, les hôpitaux sont reconstruits, les écoles, il y a de plus d'écoles dans les sous-sols. Et je regardais par exemple des images de Kherson, il y a une vie vraie souterraine maintenant. Cette ville est aussi très souvent bombardée. Alors, Brandon White nous a rejoint parce qu'il y a cette guerre, bien évidemment, sur le terrain en Ukraine, et puis il y a cette autre guerre. Alors, on a parlé de guerre hybride. Elle est de moins en moins hybride quand même avec Moscou, et la confrontation est de plus en plus directe entre la Russie, l'OTAN, l'Europe. Et vous allez voir que depuis hier, le ton monte sacrément, Brandon. Il y a les actes, il y a les mots, mais ils deviennent de plus en plus violents. Oui, effectivement. Bonjour Christophe. Et il y a un changement de ton du côté de l'Allemagne, parce que notamment suite à l'intrusion ce vendredi, intrusion non identifiée au-dessus de l'espace aérien allemand, ici à la frontière avec le Danemark. Nous sommes là dans le Länder de Schleswig-Holstein, pas très loin de la ville de Kiel. Et puis on en parlait hier tout au long de la journée, enchaînement d'intrusions au-dessus des espaces aériens nationaux. C'est le cas du Danemark. On a aussi la Norvège, la Suède et donc l'Allemagne. Et vous avez le ministre de l'Intérieur allemand qui tape du poing sur la table, notamment face à de nouvelles intrusions ennemies, notamment de la part de la Russie. Il n'y va pas par 4 chemins. Réponse claire, nette et précise. Il envoie un message notamment à la Russie. Écoutez-le. Il s'agit de détecter les drones, il s'agit d'intercepter les drones, il s'agit également d'abattre les drones. Ce sont là les principes fondamentaux dont nous parlons lorsque nous nous repositionnons pour la défense contre les drones.
Alors, du côté de la France, il n'y a pas d'intrusion avérée, même si vous avez un Emmanuel Macron qui l'a dit cette semaine, suite à l'intrusion dans l'espace aérien danois, eh bien, la France se tient prête pour assurer la sécurité du Danemark. Et puis, il y a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était l'invité hier de LCI face à Margot Haddad. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a précisé la position de la France. Certains partenaires otaniens demandent l'abattage de ces drones. Pourquoi la France ne monte pas d'un cran, en tous les cas, d'aller à ce niveau-là? Les règles d'engagement, la posture et les moyens additionnels sont au cœur des discussions actuelles des alliés de l'OTAN qui entendent bien faire respecter la protection de l'espace aérien européen et écarter toute nouvelle menace. Voilà pour la montée des températures. Côté européen, on avance donc face à une potentielle, éventuelle réponse ennemie, notamment d'une intrusion, notamment face à la Russie. Alors justement, quelle est la réponse de Moscou? Eh bien, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à la tribune des Nations Unies hier. Écoutez-le. La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne. Le président Poutine a nié ces provocations plusieurs fois. La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Voilà, le message, la menace est claire. S'il y a un incident, cela peut provoquer une guerre. Alors, après cette intervention à la tribune des Nations Unies, vous avez un Sergueï Lavrov qui donne une conférence de presse. Un moment qui est passé pour beaucoup peut-être inaperçu, pas pour les équipes de LCI. Écoutez bien attentivement cette petite phrase du ministre des Affaires étrangères. Si des tentatives sont faites pour abattre tout objet volant ou tout objet se trouvant sur notre territoire ou dans notre espace aérien, je pense que les gens regretteront amèrement d'avoir commis une violation aussi flagrante de notre intégrité territoriale. Voilà, on a tous très bien entendu. Vous avez Sergueï Lavrov qui parle de l'espace aérien russe. Et vous avez ce ministre qui joue sur l'ambiguïté. Souvenez-vous de ce qu'il s'est passé la semaine dernière. On en a beaucoup parlé avec vous, Christophe, sur LCI le week-end dernier, notamment avec cet espace aérien estonien qui a été violé. Selon Moscou, nous étions dans les eaux internationales. Selon l'Estonie, nous étions au-dessus de l'espace aérien estonien. Et vous avez un Sergueï Lavrov qui joue sur la complexité maritime et géographique de ce golfe de Finlande, parce que d'un côté, il y a l'espace aérien d'un pays, de l'autre, la Finlande, et ces 10 kilomètres, justement, c'est là que joue toute cette complexité. Et le ministre des Affaires étrangères russe qui prend le monde à partie en disant que, justement, il faudra discerner lorsque nous nous trouvons dans des espaces aussi restreints, et donc dans des situations aussi complexes. Merci beaucoup, Brandon, pour toutes ces précisions et ces déclarations. Le problème, mesdames, messieurs, c'est qu'à force de montrer les muscles, de faire des grandes déclarations, Grégory Phillips, il va falloir passer aux actes. Imaginons que Poutine ait envie de nous tester, nous les Français, nous les Allemands, en disant « vous parlez beaucoup, on va voir ce que l'on va voir, on va vous balancer des drones, voire des avions ». Oui, et c'est là que justement que réside un autre facteur de complexité, c'est de quel type d'engin on parle. Parce que dans les incursions auxquelles on a pu assister depuis plusieurs jours maintenant, en territoire européen ou otanien, ça va, d'après ce qu'on comprend, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, du petit drone qu'on peut quasiment acheter dans le commerce et qu'on fait voler, qu'on fait décoller au-dessus d'un aéroport, à un avion de chasse MiG qui est dans le ciel estonien. Et entre les deux, vous avez quand même toute une palette d'engins avec des drones plus puissants, des drones Shahed, des drones qui peuvent être armés ou non armés, et jusqu'à l'avion de chasse. Donc vous voyez que la réponse, en fait, on ne peut pas avoir une réponse claire et définitive sur dès qu'il y a un engin qui s'introduit dans notre espace, on le descend. Pourtant, c'est ce qu'on le dit. Oui. Alors nous, Français, non par notre ministre, mais les Allemands l'ont dit clairement. Mais notez bien que ce n'est pas la même chose d'abattre un petit drone civil dont on ne sait pas exactement s'il est menaçant ou pas, mais qui vole au-dessus d'un aéroport. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, c'est aussi ça le problème d'ailleurs. Ou un avion russe qui s'amuse à aller taquiner la frontière estonienne. Vous voyez bien que les conséquences seraient évidemment pas les mêmes. Est-ce qu'il va falloir qu'on ait les moyens, non pas de nos ambitions, mais de nos propos, de nos mots face à la Russie? Parce que Lavrov, il est très clair, lui.
En tout cas, le droit doit évoluer. Vous savez, il y a par exemple l'agence Viginium en France qui lutte contre les ingérences russes hybrides. Et à mon avis, le droit va évoluer. Bientôt, il y aura aussi une agence de lutte contre les drones hybrides. Pour l'instant, c'est pas pénal d'envoyer juste des drones civils. Même il y a des drones tout petits. Les militaires parlent des drones pollinisateurs. Et tu envoies des minuscules drones et tu paralyses l'aéroport de Danemark. Avant, c'était pas pénal, mais ça va évoluer. Je pense qu'il y aura des mesures. Et la nouvelle de ce matin, c'est... Le problème, c'est qu'on parle de droit avec des pays qui n'en ont pas grand-chose à faire. L'OTAN a déjà renforcé sa présence dans la mer Baltique. C'est la nouvelle de ce matin. Donc ça va évoluer vers ce sens. Je crois que les Européens ou les pays de l'OTAN manquent surtout de clarté et d'unité sur cette question. Il y a des pays qui sont extrêmement clairs et fermes sur ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, lorsqu'il s'exprime à l'ONU cette semaine, il le dit, les yeux dans les yeux aux Russes. Tout aéronef ou objet volant dans l'espace aérien polonais sera neutralisé. Tout objet. Il ne fait pas de distinction. Parce qu'il y a plusieurs tendances aujourd'hui qui s'affrontent à l'OTAN. Je vous entends, mais il va falloir y aller. Enfin, sans être un guerrier. C'est-à-dire que face à une Russie déterminée, quand on dit ces choses-là, la Russie l'entend. Donc la prochaine fois qu'il y a un drone, la prochaine fois qu'il y a un avion, est-ce qu'on aura les moyens de le faire avec les conséquences? À moins qu'il n'y ait pas de conséquences. La Turquie a fait. On parle souvent, voilà, des Turcs qui, dans un autre contexte, ont abattu un chasseur-bombardier russe et il y a eu des échanges très vifs, mais il n'y a pas eu de conséquences armées. Mais il ne pourrait pas y avoir de conséquences armées si la Russie envoie des drones dans un espace aérien, soit européen ou de l'OTAN, et qu'un pays abat ce drone. La question se pose effectivement peut-être pour l'avion, parce qu'il y a un pilote à l'intérieur de l'avion. Mais la vraie question qui est posée, c'est qu'est-ce que les Russes cherchent en testant nos défenses et nos rapidités d'interception. L'une des vraies hypothèses, c'est qu'elle laissait d'éloigner nos opinions publiques, nos élites politico-militaires du terrain ukrainien. Parce qu'elle est là, c'est en Ukraine que cette guerre se joue. Et qu'effectivement, peut-être que l'une des mesures... Poutine l'a rappelé ce matin, bombardant massivement plusieurs villes. Anastasia, vous parlez du droit qui doit changer en matière notamment de drones. Grégory Phillips, il y a une information qui vient de tomber. Oui, qui arrive de la part des autorités danoises qui interdisent toute la semaine prochaine les vols de drones civils au-dessus du territoire danois. Alors d'abord pour, j'imagine, essayer d'enrayer cette vague de survol nocturne auquel on assiste depuis quelques jours. Et puis il y a une précision importante, c'est qu'à la fin de la semaine, vous avez un sommet européen qui a lieu au Danemark avec les chefs d'État et de gouvernement qui seront présents. Donc évidemment, on n'a pas envie qu'un drone suspect vienne survoler ce sommet. Mais on pourrait presque imaginer que les Russes ont testé justement avant ce sommet. Oui, le choix du Danemark. Histoire de dire, tiens, pourquoi pas, est-ce que c'est possible? Totalement anodin. Mais qu'est-ce que ça dit aussi, cette décision? Ça veut dire qu'on est quand même dans un flou sur l'origine de ces drones. Évidemment, on pense à la Russie, mais quand ils interdisent tous les drones civils, ça peut être aussi des ressortissants danois ou des gens en territoire danois qui se sont amusés, l'expression est malheureuse, à faire décoller des drones au-dessus des aéroports et des bases militaires qu'on a évoquées ces derniers jours. Donc la mesure est radicale. Plus de vols de drones civils, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils viennent de l'intérieur. Michel Dzerzhinsky, je reviens sur le ton qui monte. La Russie ne bouge pas invariablement. Je reprends cette déclaration qu'on a diffusée hier de l'ambassadeur russe en France qui lui disait que ce serait une déclaration de guerre. Alors, il ne parlait pas de drone, il parlait d'avion, bien évidemment. Mais avoir les moyens de notre discours. Jusqu'à présent, depuis 3 ans et demi de guerre, on essaye. On fait tout pour, mais ça ne marche pas vraiment face à Moscou. Qu'est-ce qui ferait que ça change ? Mais je crois qu'aujourd'hui, on a des réponses qui sont disparates. C'est-à-dire qu'il a été dit tout à l'heure que pour la Pologne, il ne laisserait rien passer. Aujourd'hui, le Danemark exprime, parce qu'il va y avoir effectivement une réunion européenne au Danemark, qu'ils interdiraient tout et tout est progressif. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, chaque pays adapte en fonction de sa propre situation. Il faut se rappeler quand même que la France, au moment des Jeux Olympiques, on a mis en place toute une gamme de moyens en cas d'attaque de drones. Donc je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, on s'adapte.
la question aujourd'hui, c'est pas franchement les drones, parce qu'on comprend bien que cet envoi de drones, il peut être protéiforme. Ça peut être des gens d'extrême gauche, ça peut être des imbéciles qui jouent avec, ça peut être des gens qui sont téléguidés, etc. Et que la réponse du Danemark aujourd'hui, c'est de dire no way, ça passera pas. La Pologne aussi. Donc je pense que petit à petit, il va y avoir un alignement de ce genre de choses pour éviter quoi que ce soit fait par des individus qui sont téléguidés ou non téléguidés. Donc ça va venir dans nos espaces. On sait très bien que dans nos villes, c'est interdit, etc. Après, sur la question des avions, parce que c'est ça qui pose comme question, ce que posent les Russes, je crois qu'à moyen terme, l'OTAN a répondu. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place cette action sentinelle. On décolle, on intercepte. Voilà, exactement. On raccompagne. On raccompagne jusqu'au jour où ça deviendra tellement problématique qu'on sera obligé d'abattre. Et on pense souvent aussi à l'accident, parce que c'est déjà arrivé. Oui, mais encore une fois, la Russie, il faut se rappeler, lorsqu'il y a vraiment une réponse ferme, elle ne répond pas. Vous avez pris l'exemple des Turcs, on peut prendre l'exemple des Américains en 2016, lorsque Donald Trump envoie des Tomahawks sur la Syrie. En termes de réponse, la Russie n'a pas répondu. Ce qui veut dire que la Russie s'est aussi mesurée lorsqu'on a des réponses fermes. Et que je crois qu'il faut laisser le narratif russe aller de l'avant, il faut nous prendre les décisions que l'on veut prendre, et puis adviendra ce qu'il adviendra. Se montrer ferme, c'est souvent ce que dit et répète le président Zelensky. Alors, Volodymyr Zelensky a pris la parole et parle bien évidemment de son meilleur ennemi, Vladimir Poutine, en disant il y a autre chose que la guerre que l'on vit, que l'on subit depuis 3 ans et demi maintenant derrière la tête. On va l'écouter. Poutine n'attendra pas la fin de la guerre en Ukraine. Il ouvrira une autre porte. Personne ne sait où se trouve cette porte. Personne ne sait avec certitude où se trouve cette porte. Mais une chose est sûre, il veut le faire. Il teste l'Europe. Il a vérifié que l'Europe n'avait pas la capacité de se protéger contre les drones russes. Anastasia, il parle de quoi? Alors je précise, Arthur Koenigsberg, que vous venez de sortir ce livre, L'Europe de l'Est n'existe pas, ces pays oubliés où se joue notre avenir. Il y a une élection d'ailleurs très importante qui se joue en ce moment même, en Moldavie, bien évidemment. Et ces pays, on sait que ces pays sont la cible de Moscou. Quand le président Zelensky parle d'une autre guerre, d'un autre front que veut ouvrir Poutine, il parle de quoi? Il parle, voilà, des guerres hybrides en Moldavie. En ce moment même, il y a des élections. En Moldavie et ailleurs, partout où il ne mettra pas des hommes. Par exemple, ils ont essayé le Kazakhstan. Il y avait une vraie opération de GRU en 2023 de commencer. GRU, c'est les services secrets de l'armée. Et ils n'ont pas réussi parce que la population du Kazakhstan est très jeune et ça leur disait rien, l'Union soviétique en fait. Mais en gros, c'est partout les anciens pays de l'Union soviétique. Déjà, en Europe de l'Est, c'est très compliqué. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, d'après-guerre, il y avait des chars russes en Pologne, en Prague, etc. Donc ça va être compliqué pour les Russes de se réintroduire là-bas. Mais par exemple, en Hongrie et en Slovaquie, comme ces pays n'ont pas l'accès à la mer, il y a la question du gaz et pétrole russe. Ils sont très pro-russes et par rapport aux autres. Et Poutine va essayer d'avancer ses pions là-bas aussi. L'autre guerre, c'est ça, c'est le cheval de Troie de Poutine. Ça sera militaire, mais pas que militaire. Ça sera peut-être les guerres hybrides, ça sera peut-être politique. Mais ce sera tout ça à la fois. Déstabiliser les populations. Il y a des élections partout dans nos pays. Regardez, il est intervenu en Roumanie. Aujourd'hui, on a les drones. On a eu en France les cercueils et les têtes de cochon. On voit bien que ça prend, que c'est protéiforme et que oui, tout ce qui pourra éloigner du spectre de ce qui se passe aujourd'hui en termes de destruction massive sur l'Ukraine, il va l'utiliser et que plus il pourra détourner nos regards de cela, nous menacer et pendant ce temps-là, nous focaliser sur un autre front, il le fera.